Donc enchanté, moi c'est Tanguy Descamps. Je viens de Rennes, voilà, je ne suis pas de la région, mais ravi d'être à Saint-Étienne pour la première fois et pour vous présenter cette conférence qui est tirée du livre effectivement Basculons dans un monde vivable, qui a été édité chez Actes Sud en avril 2022 et que j'ai coordonné avec Maxime Olivier. Et donc pour commencer, on va prendre environ 45-50 minutes où moi je vais vous présenter ce que j'ai préparé et puis avec plaisir ensuite pour échanger avec vous via des questions. Donc moi je suis sorti de mes études en 2018, j'ai étudié à Sciences Po Bordeaux en filière franco-allemande et quand je suis sorti de mes études j'ai eu une grosse bascule écologique. On est en 2018 et c'est l'année où il y a pas mal de trucs qui se passent, notamment les grèves pour le climat qui sont lancées, manifestes étudiants pour un réveil écologique. Et je me sentais très seul et je me suis engagé pour la première fois dans un collectif qui s'appelle La Bascule, qui a été lancé en début 2019 en Bretagne et qui a réuni plein de jeunes qui faisaient un peu partie de cette génération climat, entre guillemets, qui avaient envie de lancer plein de projets sur ces thématiques. Et c'est cette première expérience qui m'a donné envie, avec Maxime Olivier, de sortir... de faire témoigner toutes les personnes qui s'engagent pour qu'on connaisse un petit peu ce qu'elles ont dans les tripes et qu'est-ce qui les amène à s'engager. D'où ce livre qui s'appelle Basculons dans un monde vivable, qui recueille 30 témoignages de jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui racontent un peu leur bifurcation, leurs infiltrations. Et après, il y a 17 textes d'acteurs des transitions qui sont des défricheurs et des défricheuses de l'écologie, donc plus âgés, engagés depuis plus longtemps, qui nous raconte aussi comment c'était que de militer ou de s'engager à une époque où l'écologie avait moins pignon sur rue, en quelque sorte, en tout cas beaucoup moins que depuis 5 ans. Et il y a également une ressourcerie à la fin de chaque témoignage qui permet d'aller piocher des sources ça et là. Voilà, donc l'idée de ce livre, c'était vraiment de mettre en exergue le fait que c'était un petit phénomène de société quand même, toutes ces bifurcations et ces bascules. Et puis d'aider d'autres personnes à se sentir moins seules peut-être dans leur questionnement et leur quête de sens. Et donc cette conférence, elle est nourrie de ce livre. Vous allez voir des extraits du livre dans la conférence, mais aussi de moi, ma curiosité personnelle, de mes lectures, de mes rencontres et de mes réflexions. Voilà, donc ça c'est le sommaire du livre que vous pourrez avoir, je crois, à la sortie après, avec 5 parties. Alors moi j'aime bien prendre du recul pour commencer et vous proposer cette photo. Cette photo, elle a été prise par un satellite il y a 1 an et elle représente un amas de galaxies tel qu'il est apparu il y a 4,6 milliards d'années. Et en fait, cette image, elle fait la taille d'un grain de sable qu'on tient entre nos doigts quand on regarde le ciel. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, des images comme ça avec des milliers de galaxies, il y en a énormément autour de nous. Alors ici, on a une autre photo qui a été prise par ce même télescope qui représente la nébuleuse de la Carène. Donc c'est un endroit dans lequel se forment les étoiles dans notre galaxie. Une galaxie qui est donc la Voie lactée, comme vous le savez tous. Et la Voie lactée, elle est représentée ici. Et elle compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles, 100 milliards de planètes, et elle a différents bras. Et à l'intérieur du bras d'Orion qui est là, se trouve notre système solaire. Et donc là, on se rapproche un petit peu des trucs qu'on a appris en cours de physique quand on était au lycée. Donc notre système solaire qui compte du coup 8 planètes, puisque Pluton n'en fait plus partie, je crois, aujourd'hui, dont la Terre, notre petite et précieuse Terre au milieu de cette immensité. Alors la première fois qu'on a vu la Terre de loin, c'est dans les années 60 avec la conquête spatiale, le fait qu'on soit allé sur la Lune la première fois. Et ça a été une vraie révélation à la fois scientifique mais aussi poétique que de voir la Terre pour la première fois. Ça a donné l'impression à ce poète qui s'appelle Archibald MacLeish que nous étions un petit peu comme des passagers sur un vaisseau au milieu de l'univers. Et ici, on a une autre photo qui a été prise, qui est assez connue, qui s'appelle un point bleu pâle, qui est la photo la plus lointaine qu'on ait de la Terre. Et donc en fait, la Terre, elle est ici, c'est le petit point blanc qu'on voit au milieu de notre galaxie.
Ici, on a l'histoire de la Terre qui est résumée. Notre Terre, elle s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Et puis, il y a la vie qui est apparue plutôt sur la fin, avec les premiers vertébrés, les dinosaures ici. Et nous, on arrive vraiment à la toute fin de l'histoire. Et ça fait dire à Richard Powers, qui est un écrivain, peut-être que vous connaissez, qui a écrit L'Arbre Monde, qui dit qu'en fait, ce monde-là, à la base, n'est pas un monde d'humains. C'est un monde dans lequel il y a du végétal, il y a de l'animal, et puis les humains sont arrivés par la suite. Et c'est bien de se remettre dans cette perspective, de prendre un petit peu du recul. Là, on a une visualisation de ce à quoi ressemble la biodiversité, en quelque sorte, et quand est-ce qu'elle est apparue. Donc plus vous vous rapprochez du centre, plus c'est lointain dans le temps, et plus on se rapproche de l'extrémité, plus c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Et donc la vie s'est formée sous forme de bactéries dans un premier temps, etc. Puis sous forme peu à peu d'animaux, reptiles, oiseaux, mammifères. Et nous, les humains, on est ici tout au bout de cette chaîne de la biodiversité. Alors on fait un peu un saut dans le temps et on en arrive à l'actualité qui, moi, m'avait beaucoup touché en 2018. Donc comme je vous disais, les grèves pour le climat, un été 2018 qui avait été assez marquant avec des feux de forêt partout en Europe. On a pas mal parlé de la désobéissance civile aussi avec Extinction Rebellion, aujourd'hui les soulèvements de la Terre, la Convention citoyenne pour le climat qui avait aussi été un épisode dans notre pays de essayer d'avancer sur ces questions écologiques. Et puis les discours de diplômés qui ont plus ou moins fait parler d'eux. Alors ce que je vous propose, c'est du coup une conférence en 4 parties. Une première partie où on va s'arrêter, mais je vais passer rapidement dessus parce que j'ai l'impression que vous êtes assez... je dirais qu'en venant à Tatoujus, vous avez déjà une sensibilité écologiste. Et donc le constat des crises écologiques, vous le connaissez déjà, donc je vais passer rapidement dessus. La deuxième partie, ça sera plus sur les émotions. Quelles sont les émotions en fait qu'on vit quand on prend conscience de tout ça? Et puis on va aller tranquillement vers l'action. Quels sont les engagements qui sont pris par tous ces jeunes et moins jeunes, et quelles sont les manières dont on peut s'engager aujourd'hui. Alors, la prise de conscience, elle vient toucher à différentes choses. Moi, j'ai mis 3 grandes catégories. En gros, la quête de sens, c'est quelque chose qui est assez habituel pour l'espèce humaine. Aristote se posait déjà la question du sens de la vie. Il y a les crises écologiques et sociales qui sont structurelles, consubstantielles à notre modèle thermo-industriel aujourd'hui, à la société capitaliste dans laquelle on vit. Et puis, il y a eu un événement conjoncturel quand même, qui est le Covid, qui a sûrement accéléré un petit peu le fait qu'on se pose plein de questions sur l'état de notre planète. Alors, explorons rapidement ces crises écologiques et sociales. Moi, j'aime bien m'appuyer toujours sur la théorie du donut, qui est une théorie qui a été mise en place en 2017 par l'économiste Kate Raworth, qui identifie le fait qu'en fait, il y a 9 limites planétaires. Il n'y a pas que le changement climatique. Souvent, on a tendance à parler que de CO2, mais en fait, il faut parler biodiversité, pollution des sols, etc. Donc, ces limites planétaires qui représentent le plafond environnemental qu'il faudrait ne pas dépasser. Aujourd'hui, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Et le plancher social qui est au centre, tout ce qu'il faut faire pour subvenir à nos besoins essentiels. Donc, avoir accès à de l'eau, pouvoir se nourrir, avoir une égalité entre les femmes et les hommes, que tout le monde ait accès à un minimum d'éducation, à un emploi. Et en fait, l'espace entre les deux, elle le théorise comme étant l'espace juste et sûr pour l'humanité, qu'il faudrait donc viser. Et je trouve que c'est une théorie économique assez intéressante. Donc dans la prise de conscience qu'on a quand on est un peu touché par ces crises écologiques et sociales, c'est le fait qu'il y a un lien très fort entre l'énergie et l'économie. Cette idée que c'est l'énergie qui fait tourner les machines, donc l'économie, donc le mode de vie dans lequel on est aujourd'hui. Et il y a 80% de cette énergie consommée sur Terre qui est d'origine fossile. Et on sait tous que c'est ce gaz, ce pétrole et ce charbon qu'il faut à 80% laisser dans le sol, en tout cas pour les réserves qui sont connues, pour ne pas dépasser les objectifs de l'accord de Paris. Donc il y a un lien très fort entre la croissance énergétique et la croissance économique. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, plus qu'une transition énergétique, on a une addition énergétique. C'est-à-dire que les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse, etc. viennent s'ajouter à la part déjà très importante qu'utilisent les énergies fossiles. Si on sort un petit peu de ce prisme CO2,
on se rend compte que l'espèce humaine ces derniers siècles a une capacité transformatrice vraiment incroyable. Aujourd'hui, on est en capacité de dire que le poids de tout ce qu'on a construit dépasse le poids de la biosphère, du vivant. Donc tout ce qu'on a construit, c'est les avions, les bâtiments, les voitures, les objets. Tout ça, c'est plus lourd que tous les arbres et les animaux qui sont sur cette terre. Et pour ce qui est des animaux qui sont présents, la plupart d'entre eux sont domestiqués et utilisés pour notre usage propre. Et les animaux sauvages représentent environ 4% de la du poids du vivant, si on compte les mammifères, et en y mettant les hommes à l'intérieur, les humains. Alors ici, je vous ai mis un extrait de ce que disait le rapport au Club de Rome en 1972 sur cette idée qu'il n'y a pas de croissance économique infinie dans un monde de ressources finies. Donc les plus âgés d'entre vous ont sûrement peut-être grandi avec ce rapport-là. Et on voit sur ce graphique en pointillé les prévisions qui avaient été faites et en ligne pleine ce qui est arrivé dans la réalité entre 1970 et 2000. Et on se rend compte qu'ils ont eu plutôt raison pour ce qui est du niveau de production industrielle par habitant, du niveau de nourriture par habitant. Bon, là, on a un niveau de productivité qui est un peu plus élevé, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe après. Et eux, ce qu'ils montrent, c'est qu'à un moment, les courbes, elles vont commencer à stagner et à baisser. Et donc, on va avoir des crises qui vont être liées aux questions de production industrielle, aux questions de disponibilité de la nourriture, etc., etc. Alors, les ressources, elles ne sont pas gratuites. Moi, comme je vous disais, j'ai étudié à Sciences Po Bordeaux et quand j'en suis sorti, la grosse critique que j'ai faite était à l'égard des sciences économiques. Parce qu'en fait, on nous apprend l'économie hors sol, sans prendre en compte du tout les sciences physiques, les sciences naturelles. Et donc, quand on étudie les économistes classiques, on lit des trucs comme les richesses naturelles sont inépuisables et donc elles ne font pas l'objet des sciences économiques. Ou alors partir du principe qu'en fait elles sont gratuites et qu'elles nous sont données par la nature. Donc là, j'ai pris une photo pendant la grève des raffineurs à Amiens. Et il y avait ce truc un petit peu ironique où en fait le prix de l'essence était affiché à 0, mais on se rendait compte qu'en fait ça posait quand même des gros problèmes de ne plus avoir d'essence dans les stations-service et que ça a enrayé en quelque sorte l'activité économique. Aujourd'hui, la science, des études sérieuses sont capables de nous dire que la préservation du climat et la croissance économique telle qu'on la connaît, donc calculée avec le PIB, elles sont incompatibles. Et l'immense hausse du taux de découplage qui serait nécessaire apparaît hors de portée. Donc quand on parle de découplage, en gros, c'est des personnes qui disent on va réussir à continuer à faire de la croissance économique tout en baissant nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que disent des études aujourd'hui, c'est que c'est compliqué. Et comme le montraient certains graphiques juste avant, en fait, croissance énergétique et croissance économique, la plupart du temps, ça va quand même ensemble, quoi. Voilà, donc la croissance verte n'existe pas. Je ne vais pas m'arrêter trop rapidement là-dessus. Quand on prend conscience du coup des crises écologiques, mais aussi des crises sociales et de la dimension des inégalités. Donc là, j'ai repris un graphique d'Oxfam qui montre, pour résumer, même si c'est vrai que cette étude est sujette à discussion et à débat de par la méthodologie qui est utilisée, mais on se rend compte quand même que plus on est riche, plus on a tendance à avoir une empreinte environnementale négative. Et cette étude nous montre que, par exemple, 50% les plus pauvres n'émettent en gros que 10%, moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc ça veut dire que ça c'est un peu un contre-argument qui peut être avancé face aux personnes qui disent on est trop nombreux sur Terre. En fait, c'est pas forcément qu'on est trop nombreux, parce que si tout le monde vivait comme cela, on n'aurait pas tous les problèmes écologiques qu'on aurait aujourd'hui. D'autres inégalités qui existent sont des inégalités historiques. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que en fait, la France aujourd'hui, elle représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. Mais si on prend l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de la révolution industrielle, la France, c'est 8%. Et il y a des pays qui sont très émetteurs aujourd'hui, mais qui ont peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre dans leur histoire. Si on pense par exemple à l'Inde ou la Chine, qui se sont entre guillemets développés beaucoup plus tard. Donc notre responsabilité, elle n'est pas qu'à hauteur de 1%, elle est aussi au regard de l'histoire qu'on a. Et puis géographiquement, on se rend compte aussi que les catastrophes écologiques touchent fortement des pays à faible revenu.
Donc ça rajoute une inégalité. Là, vous avez en rouge les pays à faible revenu et des pays à fort revenu. Et c'est l'indicateur, c'est les personnes touchées en moyenne par des événements climatiques extrêmes. Et donc on a principalement des pays africains, quelques pays asiatiques. Et le premier pays en bleu, c'est l'Australie, donc qui a été touché par les feux de forêt assez fortement ces dernières années. Mais voilà, deux inégalités qui se rajoutent. Alors après, on peut aussi parler, pour aller sur un terrain un peu plus philosophique, de ce qu'on appelle la crise de la sensibilité. C'est l'idée qu'on s'est vraiment complètement déconnecté de notre environnement, qu'on vit dans des sociétés qui sont très éloignées en fait des conditions de leur avènement. Parfois, on a du mal à savoir comment est produite notre nourriture. Moi, j'ai travaillé en 2021 dans une communauté de communes et je faisais des ateliers avec les enfants sur l'alimentation. Et je leur proposais un exercice qui était de la ferme à l'assiette. Donc, ils dessinaient un plat équilibré et l'idée, c'était de leur faire dessiner la ferme dans laquelle sont produits tous ces aliments. Et les enfants parfois avaient du mal à faire le lien entre une betterave qui est toute carrée dans mon assiette, comment est-ce qu'elle pousse, à quoi ça ressemble. Alors on pourrait se dire pour un enfant c'est normal, mais je suis sûr que chez les adultes, si on faisait le même exercice, on se rendrait compte que parfois on a du mal à savoir d'où viennent les aliments ou même les objets qui nous entourent au quotidien. Donc moi je suis pas mal influencé par ce que peuvent écrire des philosophes comme Baptiste Morisot ou Bruno Latour sur le fait que le monde vivant, dans sa globalité, est sorti de notre champ d'attention collective. Et en fait, on part du principe que la vie, c'est un peu toutes les techniques et les technologies qui nous entourent, mais sans prendre en compte en fait, le fait qu'il y a le cycle de l'eau, qu'il y a des forêts, de l'oxygène, enfin bref, tous ces processus du vivant qui nous permettent de vivre. Bruno Latour a une œuvre très intéressante sur le sujet en disant que il fallait remettre le vivant, la nature, au cœur de la politique et arrêter de créer cette séparation entre la nature et la culture qu'on connaît beaucoup aujourd'hui dans le débat public. Alors ici, je vous ai mis quelques extraits des témoignages du livre Basculons et qui montrent comment des citoyens ont pris conscience de ces crises écologiques. Alors pour certains, ça s'est fait par un aspect assez émotionnel. Alors soit à travers une forme d'émerveillement devant le vivant, soit à travers un sentiment de malaise face au mal qu'on faisait à la planète. Donc par exemple, il y a Tanguy, qui n'est pas moi, un autre Tanguy, qui dit lui, c'est passé à travers une écologie du ressenti, le fait de se balader en forêt, d'aller près de la mer, où il s'est rendu compte qu'il avait une empathie et qu'il avait envie de défendre le vivant. Il y a des personnes qui nous disent c'est en ayant les mains dans la terre ou en faisant du potager, en allant aider un maraîcher, que je me suis rendu compte qu'il y avait de la valeur à la biodiversité. Et puis des personnes qui parfois sont allées dans des jobs qui n'ont pas trop fait sens pour elles et qui se sont dit je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il faudrait que j'explore d'autres voies. Parfois, cette prise de conscience, elle se fait aussi à travers les interactions sociales qu'on a. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent c'est à travers des rencontres et des discussions que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'écologie. Donc voilà, des discussions, avoir une enseignante bascule, donc quelqu'un qui nous éveille un petit peu à ce sujet-là. Et donc ça montre que voilà, le fait d'échanger les uns avec les autres, vous avez potentiellement une influence sur votre entourage en parlant de ces sujets-là. Souvent, les interactions entre personnes, elles amènent aussi au fait de voir des documentaires ou de lire un article ou de lire un livre qui va nous éveiller sur un sujet. Certaines d'entre vous ont sûrement été touchés par le film Demain de Cyril Dion. Ça a été le cas aussi de Tanguy ici. Thibaut qui nous parle d'un reportage sur la fabrication du jambon industriel. Ça, je me demande si c'est pas, par exemple, une émission de Cache Investigation qui date d'il y a 5-6 ans environ. Le fait de lire des rapports scientifiques ou alors de voir que le ministre de l'écologie de l'époque décide de démissionner alors que c'est a priori la personne qui a le plus de pouvoir sur l'écologie en France. Donc voilà, ça peut faire office aussi d'électrochoc et donner envie de creuser un petit peu le sujet.
Voilà, là on revient un petit peu sur ce que je disais au début, mais à travers l'expérience concrète, à travers les expériences professionnelles, des personnes qui se sont dit, en fait, moi je me sens complètement déconnecté du vivant, j'ai envie de réfléchir à une autre société, sortir de mon ordinateur au cœur de Paris qui me déprime, arrêter de faire des réunions inutiles. Enfin, il y a pas mal de personnes qui disent avoir eu un bullshit job et vouloir s'émanciper de ça. Et puis, pour être honnête, ce livre est aussi marqué sociologiquement, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de classes supérieures, qui ont saisi l'opportunité de faire des études supérieures, et donc qui ont aussi voyagé, et qui en voyageant se sont rendus compte qu'elles participaient à un truc qui leur allait pas. Et qui était une forme de néocolonialisme masqué derrière de bonnes intentions. Et ça a pu faire office aussi de déclic. Alors au niveau des émotions qui sont traversées par les personnes qui témoignent dans le livre, il y a sûrement des émotions qui vous ont traversé aussi. Comme elles m'ont traversé, moi j'ai eu un moment en 2018 un peu de déprime, je dirais, face à ça, d'impuissance, une sensation de vertige face à tout ce qui se passe. Et puis au fur et à mesure, quand on s'intéresse, on a aussi de l'indignation et de la colère qui monte face au manque d'action politique qui peut exister. Donc tout ça, ça fait partie de la palette des émotions qu'on peut vivre quand on prend conscience des crises écologiques et sociales. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi retourner vers des émotions plus positives comme la joie, la confiance, l'envie d'agir. Donc voilà, encore pour vous donner quelques exemples de personnes qui vivent un réveil brutal, qui ressentent une colère indignée, qui ont des moments de doute, qui vivent des moments d'insomnie, à ne pas savoir trouver le sommeil à cause de tout ce qu'elles apprennent. Et puis ce qui peut être compliqué aussi, c'est le déni des autres. C'est-à-dire quand vous engagez une conversation sur ce sujet avec des personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à ça ou pas au même niveau de connaissance, eh bien vous vous attirez des sarcasmes ou alors une forme d'indifférence qui peut faire mal aussi. Et voilà, c'est important de mettre en lumière le fait que ces émotions sont vécues par beaucoup de personnes. La couverture médiatique aussi du sujet peut amener à une forme de colère et d'indignation, étant donné qu'elle est assez faible sur le sujet. Même si ça évolue, heureusement. On parle beaucoup d'éco-anxiété. Il y a des études qui sont sorties récemment sur le sujet qui montrent que, en gros, il y a beaucoup de personnes qui sont éco-anxieuses. Et avec Maxime, donc avec qui j'ai coordonné le livre Basculons, on a un livre qui va sortir en janvier qui s'appelle « Vivre avec l'éco-anxiété » et on barre le terme d'éco-anxiété pour mettre écolucidité. En fait, notre postulat, c'est de dire que l'anxiété, déjà, c'est quelque chose que naturellement tous les humains ont et qui nous a aussi aidés à survivre dans l'histoire de notre espèce. L'éco-anxiété, c'est une couche qui vient s'ajouter au-dessus d'une anxiété qui est déjà très présente. Et moi, j'ai l'impression que parfois, on invente des termes comme pour dire que c'est exceptionnel, en mode oui, l'éco-anxiété, nouveau phénomène. Mais en fait, par exemple, le terme de socio-anxiété n'existe pas, alors qu'il y a des personnes, on n'a pas attendu le sujet écologique pour qu'il y ait des personnes qui soient super angoissées à cause du fait qu'elles n'arrivent pas à se nourrir, par exemple. Enfin, donc le sujet de l'anxiété, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui rejoint très foncièrement la question sociale aussi. Voilà, le fait de pas savoir si on va arriver à la fin du mois avec assez d'argent pour subvenir à ses besoins, bah ça c'est de l'anxiété. L'éco-anxiété pour moi ça vient s'ajouter par rapport au-dessus. Et du coup c'est pour ça qu'on développe aussi le terme de politico-anxiété, pour dire que ce qui nous crée de l'anxiété, c'est de se rendre compte qu'il y a plein de trucs qui pourraient être faits pour améliorer le monde, en gros, mais qui ne sont pas faits aujourd'hui par nos dirigeants. Donc c'est une manière de repolitiser ce terme. Voilà, donc les sondages montrent qu'il y a pas mal d'étudiants qui se sentent inquiets ou très inquiets par la crise écologique, mais ça ne concerne pas que les jeunes. Voilà, il y a aussi beaucoup d'adultes qui se disent anxieux au travail. Et donc ça montre que le problème, ce n'est pas les individus, ce n'est pas les gens, mais c'est la structure du système économique dans lequel on est. Alors, de l'envie d'agir à l'action. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, qu'on vit ces émotions-là, on est un peu en quête de sens.
Et en fait, la quête de sens, c'est un truc, comme je vous disais, qui n'est pas nouveau. Ici, j'ai des citations d'Antoine de Saint-Exupéry, donc, qui a écrit Le Petit Prince, et qui est directeur de l'Aéropostale dans les années 30, et qui se retrouve un peu dans une situation de surconsommation, lui aussi déjà à l'époque, où il est directeur d'un long réseau de 3800 km. Il gagne très bien sa vie. Il ne sait pas quoi faire de tout cet argent, et il a l'impression d'empiler plein d'objets dont il ne sait que faire, ce qui lui donne l'impression de faire des offrandes à un dieu inconnu. Alors ce dieu inconnu, ça pourrait être le dieu de la consommation, de la surconsommation. Et puis, 25 ans plus tard, il écrit un autre livre qui s'appelle « Un sens à la vie », dans lequel il dit « Ne comprenez-vous pas que quelque part nous avons fait fausse route ? Il me semble que quelque chose d'essentiel nous manque, que nous savons mal définir. » Et ce quelque chose d'essentiel, justement, c'est peut-être le sens qu'on donne à sa vie et que lui a mis du temps à trouver. Alors, pour atterrir un petit peu sur quelque chose de plus concret, en économie, il y a un paradoxe qui a été mis en exergue par Easterlin en 1974, qui est le fait que le niveau de bonheur, à partir d'un certain moment, il stagne, à partir d'un certain niveau de richesse. Donc, en gros, quand on sort de la précarité, on a tendance à voir son niveau de satisfaction augmenter de manière très rapide, mais on arrive assez vite à un seuil où, en fait, le niveau de satisfaction augmente, mais c'est plus un faux plat montant qu'une vraie montée. Et il me semble qu'il avait fixé ce niveau, alors je pense que ça date un peu, et puis c'est avant inflation, mais il disait pour une personne seule, voilà, à partir de 2500 $ par mois, gagner plus, ça ne va pas rendre plus heureux. Et donc, ce qui est intéressant d'explorer, je trouve, à travers ces crises écologiques et sociales qu'on traverse, c'est comment est-ce qu'on pourrait réussir à garantir à tout le monde un niveau économique de base, mais sans qu'il y ait des richesses démesurées, des écarts de richesse démesurés. Alors, on est en quête de sens, on est en quête d'utilité aussi. Alors, ça, c'est une capture d'écran d'un sondage qui a été fait récemment. Je vais vous le lire. Parmi les jeunes actifs et chômeurs, près de la moitié d'entre eux a déjà eu le sentiment que ses collègues ou sa hiérarchie ne prenaient pas au sérieux leurs préoccupations sociales et écologiques. Et plus de 4 sur 10 indiquent avoir déjà eu le sentiment que son entreprise faisait du greenwashing, des sentiments qui sont prédominants auprès des chômeurs ayant déjà travaillé. Voilà, donc cette quête d'utilité, elle n'est pas présente que dans la jeunesse qui étudie, elle est aussi présente, a priori, en tout cas d'après ce sondage, chez les actifs et de tous les âges. 78% des 18-24 ans disent qu'ils n'accepteraient pas un emploi qui n'a pas de sens pour eux. Alors il y a une limite à ce chiffre qui est que c'est du déclaratif et que souvent il y a des impératifs économiques qui font que on est bien obligé de prendre un petit job souvent pour payer ses études ou rembourser son emprunt, etc. Mais en tout cas, il y a cette envie d'aller vers des travaux, des emplois qui contribuent aux enjeux de la transition et qui permettent de se sentir utile. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer pourquoi on a envie de travailler et à quoi on a envie de contribuer. Souvent, quand on parle de la situation écologique, on parle beaucoup de lutte, de combat contre, mais c'est aussi intéressant d'identifier pourquoi on a envie de s'engager. C'est beaucoup plus positif, beaucoup plus entraînant. Et donc là, je vous ai listé quelques exemples de choses qui peuvent nous enthousiasmer. Et le fait de se rapprocher du vivant, d'atténuer le changement climatique, de régénérer les écosystèmes, de s'adapter et d'être innovant pour inventer des modes de vie qui soient plus sobres. Se rapprocher aussi du collectif, sortir d'un individualisme qui est assez fort dans notre société pour aller vers des aventures collectives, construire des choses en commun. Tout ça, ça peut donner envie, en quelque sorte. Voilà. Et donc là, je vais passer à la 4e partie, qui est plus axée sur l'action, très concrètement, en m'appuyant sur les témoignages de basculants. Quelles sont les voies qui sont choisies par ces bifurqueurs, ces basculeurs, dans toute leur diversité? Alors déjà, il y a un principe structurant de l'action qui est la systémique, cette idée que tout est lié et que la politique se cache derrière quand même pas mal de trucs et que les éco-gestes ne suffiront pas. C'est-à-dire que les éco-gestes sont quelque chose de nécessaire mais d'insuffisant. Et d'ailleurs, 83% des jeunes, selon une étude d'Ipsos en 2022, sont d'accord avec l'affirmation
pour résoudre la crise écologique, nous devons revoir complètement notre système économique et social et pas seulement nos comportements individuels. Alors peut-être que la première étape de l'action, ça peut être de continuer à être curieux et à essayer de comprendre ce qui se passe. On fait face aujourd'hui à une illusion selon laquelle l'écologie c'est bon, tout le monde a compris, on n'arrête pas d'en parler. En réalité, ce que nous montrent les sondages et ce que peuvent nous montrer aussi des discussions avec des proches, c'est qu'il y a pas mal de termes qui ne sont pas bien compris. Si on regarde ne serait-ce que le terme de réchauffement climatique, aujourd'hui, il y a 63% des Français qui disent « oui, je connais ce terme et je connais aussi sa signification ». Il y a 27% qui vont dire « oui, je connais ce terme, mais je ne connais pas bien sa signification ». Et il y en a 10% qui vont dire « je ne connais pas vraiment ce terme ». Donc ça veut dire qu'en fait, potentiellement, vous avez plus d'une personne sur 3 qui ne saurait pas vous donner la définition du changement climatique. Et là, on ne parle que de changement climatique. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, je ne sais pas, la biodiversité, on n'a que la moitié de la population qui est en capacité de définir ce que c'est que la biodiversité. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de informer et inviter les gens à s'informer en participant à des ateliers qui se basent sur les rapports du GIEC et de l'IPBES, donc la fresque du climat, j'imagine que vous connaissez, mais il en existe d'autres. La fresque de la biodiversité, de l'alimentation. Vous avez aussi des ateliers qui vous invitent à inventer votre vie bas carbone, et puis plein d'autres formations dont je vous parlerai plus tard. Je vais rester sur celui-ci. Ça, c'est sorti, c'est très récent. C'est l'Institut Jean Jaurès qui montre qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de climato-sceptiques, en fait. Donc, 57% des Français pensent que le changement climatique existe et qu'il est principalement dû à l'activité humaine. C'est 4 points de moins qu'en 2022. Il y en a 18% en hausse de 2 points qui disent qu'il est principalement dû à un phénomène naturel comme la Terre en a toujours connu dans son histoire. 7% qui disent on ne peut pas savoir. Et 11% disent que nous ne vivons pas de changement climatique en hausse de 3 points. Voilà, donc ça, c'est des chiffres qui sont assez alarmants, qui existent aussi dans d'autres régions du monde. Hein. On se rend compte que ça existe à l'échelle de l'Europe et il faut avoir ça en tête pour se rappeler que l'écologie n'est pas acquise dans la tête de tous les citoyens. Alors voici ici une palanquée de sites qui peuvent vous aider à creuser toutes ces questions écologiques et sociales et une liste que vous pouvez transmettre volontiers à des proches. Donc moi je trouve que sur la question de l'écologie, la newsletter Vert est très bien. C'est 5-7 minutes de lecture chaque jour dans votre boîte aux lettres aux alentours de midi et ça vous donne l'actualité écolo. Sur la question sociale, vous avez Blast qui va faire des choses intéressantes, des interviews au long cours sur Thinkerview que certains d'entre vous connaissent sûrement. Et puis ça, c'est pas connu de tout le monde, mais c'est le Netflix de la transition, en quelque sorte, Imago TV, une plateforme sur laquelle vous avez des podcasts, des séries, des films, des documentaires pour creuser des sujets qui peuvent vous intéresser. Si par exemple vous êtes passionné par l'océan, je suis sûr que sur Imago TV, sur l'océan, il y a énormément de ressources à votre disposition. Alors un autre principe structurant de l'action, c'est l'idée de la coopération et l'idée de faire ensemble. C'est-à-dire qu'on est souvent renvoyé, nous les jeunes, moi j'ai 27 ans, à la génération climat et puis c'est vous qui allez nous sauver, entre guillemets. Non, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse ça ensemble, c'est plus stratégique d'y aller ensemble. On a sûrement des choses à apprendre à nos aînés, mais nos aînés ont aussi des trucs à nous apprendre. Et puis c'est plus stratégique, en fait, parce que les positions de pouvoir aujourd'hui sont occupées par des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, et on ne peut pas attendre que nous soyons en position de pouvoir pour que les choses changent. Donc il faut faire des alliances entre les générations pour agir à la hauteur des enjeux. Et puis c'est potentiellement aussi un moyen de faire les choses de manière plus solidaire et joyeuse. Il faut retrouver en quelque sorte la joie de la délibération collective, le plaisir de discuter. Souvent, quand je donne des cours, je demande aux étudiants, essayez de penser à la dernière fois que vous avez une discussion politique ou sur le sujet de l'écologie avec des amis ou avec des proches.
On peut faire le petit exercice là, 15 secondes. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir du dernier moment où vous avez discuté d'un sujet un peu politique, de société, avec des proches? Est-ce que vous pouvez lever la main si ça s'est bien passé? Vous diriez que ça s'est bien passé. C'est plutôt bien passé, ok. Et est-ce que ça s'est mal passé pour certains d'entre vous? Moins, ok, bah c'est cool. Mais on se rend compte souvent quand même que ça peut être difficile parfois de parler politique, de parler d'écologie. Ça crée des tensions, on peut avoir l'impression d'être un peu rabat-joie. Et puis, moi je dirais surtout dans la sphère médiatique, aujourd'hui c'est beaucoup de clash et peu de discussions constructives, contrairement à ce qu'a pu se faire pendant la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un processus super intéressant, mais qui a débouché sur rien politiquement, parce que les gouvernants qu'on a n'avaient tout simplement pas envie de mettre en place les solutions proposées. Mais voilà, il faut retourner vers ces espaces de discussion collective. Au niveau de la production, de ce qu'on décide de produire, il faut vraiment avoir une discussion sur qu'est-ce qui est essentiel pour nous et de quoi est-ce qu'on peut se passer. Alors ça, je suis tombé là-dessus sur LinkedIn il y a quelques mois. En gros, c'est une machine à faire des boules de neige pour les enfants. Voilà, donc ça, c'est un truc en plastique qui est produit en Chine, qui est sûrement vendu dans des magasins comme ça, stations de ski. On pourrait clairement s'en passer. Ça pourrait ne pas exister. Et en fait, il faut qu'on décide de ce qui ne doit plus exister dans ce monde et de ce qui doit se transformer et de ce qu'on doit inventer. Mais en tout cas, il faut repolitiser la question de la production. Ici, je vous ai mis des citations de... donc c'est Fabrice Bonifay, il est directeur RSE de Bouygues et il coordonne aussi un réseau de directeurs RSE. Et Céline Puffardichvili, c'est une femme qui bosse dans l'univers des startups. Donc, a priori, ce ne sont pas des Khmers verts et de dangereux écoterroristes. Et ils disent, en gros, les deux questions que devrait se poser une entreprise, c'est que manquerait-il à l'humanité si mon entreprise n'existait pas? Et qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas? Et ça, c'est un peu des questions structurantes qui permettent ensuite de dire, bon, bah, est-ce que je continue mon activité? Est-ce que je la transforme ou est-ce que je l'arrête, quoi? Voilà, donc cette idée que l'entreprise, elle est politique par essence, c'est sûrement quelque chose qui n'a pas été très présent ces dernières dizaines d'années et qu'il faut essayer de remettre dans le débat public. Alors, il y a des choses qui sont proposées, qui sont sûrement pas parfaites et questionnables, mais il y a par exemple le plan de transformation de l'économie française qui a été proposé par le Shift Project, où ils essayent d'identifier quels sont les secteurs dans lesquels on va avoir besoin de plus d'emplois et quels sont les secteurs dans lesquels on va avoir besoin de moins d'emplois. Donc si on regarde, par exemple, au niveau du transport, dans l'industrie automobile, a priori, on va avoir moins besoin d'emplois, mais on va avoir besoin de plus d'emplois dans l'industrie du vélo, aussi dans une certaine mesure dans l'industrie ferroviaire, dans le fret, tout ce qui a trait au dernier kilomètre, et à l'alliance entre le routier et le ferroviaire aussi. Pareil pour l'agroalimentaire, eux ils partent du principe que en fait il va falloir remettre des personnes au travail dans les champs parce que face à la déplétion des ressources, on va plus pouvoir avoir l'agriculture industrielle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ils disent qu'il va falloir plus de personnes aussi dans ce milieu de l'agriculture et de l'alimentation. Voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes dans un questionnement de bifurcation professionnelle, sachez que ce rapport existe et qu'il est assez clair et un peu fouillé sur quelques secteurs. Pour chercher un emploi ou un stage, je vous ai listé aussi quelques plateformes sur lesquelles aller, qui proposent des jobs de sens, entre guillemets. Donc vous avez Jobs That Make Sense, qui est assez connu, assez urbain quand même si je pense qu'il y a aussi pas mal d'offres pour aller dans des tiers-lieux, des écolieux. Shift Your Job, qui est issu du Shift Project, qui est une grosse plateforme qui recense toutes les structures qui ont une démarche écolo. Réseauti, c'est plutôt un réseau pour les emplois de la fonction publique, donc tout ce qui est collectivité territoriale, syndicats mixtes de l'eau, ce genre de choses. Et puis vous avez aussi Point Réveil écologique, qui récemment a sorti une plateforme qui s'appelle Pour l'emploi de demain, et qui donne des idées. Hop, j'avance. Pour ne pas parler trop longtemps. Ouais.
Pour s'inspirer, trouver des modèles, des idées, je vous ai remis Basculons, mais il y a aussi des podcasts, Oser, Ways to Shift, qui sont des témoignages tout simplement de personnes qui disent comment elles ont changé de vie, comment elles ont adapté leur activité professionnelle face à ces prises de conscience. Si certains et certaines d'entre vous sont encore dans les études, que ce soit au lycée ou dans les études supérieures, il y a des collectifs qui existent. Donc le plus connu pour les études supérieures, c'est Pour un réveil écologique. Mais vous avez aussi Lycée en transition qui existe pour les plus jeunes. Il y a de plus en plus des rentrées climat qui sont organisées ces dernières années avec des fresques du climat qui sont proposées. L'enjeu maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ça soit plus des enseignements marginaux, mais que ça vienne irriguer l'ensemble des formations structurellement. Et donc ça demande un petit peu de temps. Mais il y a un rapport qui a été sorti sous la présidence du climatologue Jean Jouzel en début d'année et qui dit que à partir de 2025, tous les bacs +2 devraient être formés à ces questions-là. Après, encore une fois, la question avec le politique, c'est il y a ce truc qui est sorti, il y a l'engagement qui est donné, mais quel sera le contenu de l'enseignement ? Est-ce qu'on va apprendre le développement durable, la croissance verte, ou est-ce qu'on va aller vers des trucs un petit peu plus ambitieux ? Une autre manière de s'engager, qu'on retrouve pas mal dans le livre, c'est des personnes qui décident d'explorer, de déserter, d'aller dans des écolieux, de se former un petit peu plus avec leurs mains, après s'être beaucoup formés avec leur tête. Donc vous avez sûrement des stands aussi qui sont présents là. Je ne sais pas si l'Institut de Transition est là, mais vous avez Fertile qui a un stand et qui propose des formations pour tout simplement s'offrir l'espace-temps de réfléchir à comment on veut s'engager par la suite. Vous avez le woofing, les oasis. On a toute une partie dans le livre aussi autour de l'alimentation, de l'agroécologie et de comment des jeunes aujourd'hui décident d'aller vers les métiers de maraîchage et de production alimentaire, dans la mesure où on a de moins en moins d'agriculteurs et énormément d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc il y a un enjeu de transmission agricole aujourd'hui. Donc là, encore une fois, je vous ai cité quelques exemples d'écoles. L'école du Breuil qui forme, je crois, en horticulture. Vous avez le classique du BPREA pour se former en agriculture. Et le woofing, comme je vous disais, qui est déjà une bonne manière d'explorer. Pour ceux qui ne connaissent pas, le woofing, en gros, c'est on va travailler 5 heures par jour dans une exploitation agricole, souvent dans l'agroécologie, en échange du logis et du couvert. Donc on n'est pas rémunéré, mais on participe à la vie de la ferme, on apprend sur la ferme, et en même temps, on n'a pas à débourser pour son alimentation et son logement, puisqu'on est logé sur place. Après, il y a des types de woofing très différents en fonction des régions et des personnes qui accueillent. Mais c'est une piste. Pour les artistes, on va avoir besoin des imaginaires aussi et des arts pour transformer notre vision du monde. Donc c'est des choses qui existent déjà. Il y a un collectif qui s'est lancé qui s'appelle Le Bruit qui court, qui essaye de mettre en lien des artistes et des personnes engagées pour faire entendre davantage la cause écologique dans la culture populaire. Là, je vous ai mis des exemples de jeux vidéo aussi qui essayent d'introduire cette thématique écologique. Et puis vous en avez plein d'autres. Là, il y a Minuit 12 qui est un collectif de danse. Eux, ils essayent de construire des performances artistiques qui sensibilisent autour de l'écologie. Et puis il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités, mais potentiellement il y a aussi plein de romanciers, de plus en plus de chanteurs, de chanteuses aussi qui s'emparent de ces questions-là. Là, je vous ai mis aussi une slide sur la question un peu de l'influence. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'on soit jeune ou vieux d'ailleurs. Là, j'ai mis plutôt des réseaux de jeunes, à savoir TikTok, BeReal, Instagram. Mais ça peut avoir une influence très forte dans les imaginaires. Là, par exemple, on a Kylian Mbappé qui fait une story dans un jet. Il y a potentiellement des millions de personnes qui vont voir cette story et ça va nourrir leur envie peut-être aussi d'accéder à ce mode de vie. Qu'est-ce qui se passe le jour où Kylian Mbappé il fait une story où en fait il est dans un train pour aller jouer un match de football? Peut-être que ça va rendre le train stylé. Et on se rend compte d'ailleurs, moi je le vois autour de moi,
dans notre génération que de plus en plus le train est en train de devenir hype. La limite à ça, c'est le prix, et on va en parler juste après. Ouais. Donc là, je vous ai mis un peu la diversité de tous les engagements qui existent dans le livre. Notre propos dans Basculons, c'est de dire que sans transiger sur la radicalité à laquelle nous oblige la situation sur le fond, il y a une diversité des formes d'engagement qui est possible. Et donc, en fonction des caractères, des aspirations, il y en a qui se sentent d'aller bosser dans la recherche, d'autres qui préfèrent rejoindre des mouvements citoyens, d'autres qui préfèrent faire de la sensibilisation. Il n'y a pas forcément, entre guillemets, de mauvaise voie, tant que sur le fond, on n'est pas dans le greenwashing, quoi. Et c'est là où parfois, chacun pose un petit peu ses critères aussi. Les deux grands freins à l'engagement, à la bascule aujourd'hui, c'est le frein financier et le frein social. En gros, au niveau du prestige social, ça reste encore plus stylé d'avoir un job dans une grande boîte à Paris que d'être peut-être dans un milieu rural. Et encore, c'est en train d'être changé. C'est en train de changer. J'ai l'impression que dans les imaginaires, voilà, il y a des choses qui sont en train de changer. Par contre, au niveau financier, ça ne change pas du tout. C'est-à-dire que c'est mieux de faire un bullshit job à la Défense, payer 3 000, 4 000 euros par mois, que d'être maraîcher en termes de rémunération. Et donc, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les métiers de la transition, ou les métiers de première ligne, en fait, qu'on a beaucoup vu pendant le Covid aussi, on est dans une précarité qui ne donne pas envie d'aller vers ces métiers-là. Et donc, il faut inverser l'échelle des valeurs. Et ça, pour moi, c'est de la politique. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les métiers essentiels soient bien rémunérés et vraiment rémunérés à la hauteur de leur utilité sociale, quoi. Pour que la bascule, elle soit pas accessible que à des gens aisés. En fait, moi, pour être transparent avec vous, je pense, enfin c'est pas je pense, c'est je fais partie des privilégiés de notre société. Je pense que mes parents faisaient partie des 20% les plus riches en France. En gros, j'ai fait des études supérieures. Il y a plein d'autres personnes comme moi qui peuvent se permettre de s'engager, mais la question c'est comment est-ce qu'on arrive à engager tout le monde, et y compris les classes populaires, sans les stigmatiser sur ces sujets-là. Ça me paraît essentiel. Donc voilà, la politique nous tente assez vite, quand même, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui. La désobéissance civile dont Camille Etienne parlait tout à l'heure fait florès pas mal en ce moment. Donc il y a Dernière Rénovation, Stop ICOP, donc contre ce projet d'oléoduc financé en partie par Total en Ouganda et en Tanzanie, les soulèvements de la terre. Mais il y a aussi d'autres manières de s'engager pour les personnes qui ne se sentent pas de faire de la désobéissance civile. Ça peut être d'être en soutien des personnes qui font de la désobéissance civile, mais ça peut aussi réfléchir à peut-être être sur une liste pour les prochaines municipales, être collaborateur parlementaire, se présenter ou créer des collectifs qui portent des idées politiques. Voilou. En gros, je voulais terminer sur ces petites citations d'auteurs que j'aime bien. Donc, il n'y a qu'une fatalité dans l'histoire, c'est celle que nous y mettons, ou en tout cas, s'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à sauver, au moins on aura le sentiment d'avoir agi pour quelque chose de juste, et peut-être que déjà ça suffit à faire notre bonheur que de sentir qu'on fait les choses dans le bon sens. Et puis, il y a quand même pas mal de choses qui sont entre nos mains si on le veut, mais ça sera en demandant très fortement à ceux d'au-dessus de se bouger, parce que les citoyens tout seuls, on n'y arrivera pas. Voilà, merci pour votre écoute, et puis je suis ouvert à vos questions. Bonsoir. J'ai vu que dans votre présentation, vous aviez pas mal de citations de Jean Covici qui prône le nucléaire. Le nucléaire, déjà, c'est davantage de production d'électricité, donc pour alimenter les bagnoles, donc c'est pas franchement écolo. Sans parler, bien sûr, de la difficulté à recycler les centrales une fois qu'elles ne marchent plus, les accidents éventuels. Donc ça, c'est une remarque. Et puis j'ai une question. J'ai lu que il était question de stocker le CO2, le carbone dans le sol, notamment dans des poches de gaz qui ont été vidées. Et le GIEC trouve l'idée très bonne
Est-ce que j'ai bien compris ce que disait le GIEC, et ça m'interroge, quoi. Comment le GIEC peut-il trouver cette idée bonne alors qu'on a aucune visibilité sur ce que peut faire le stockage de carbone dans les sols. Ça peut être aussi dangereux. Voilà, donc c'est à nouveau une solution technique de technocrate, alors que la chose simple, ce serait de moins consommer d'électricité, tout simplement. Enfin. Alors, je vous rejoins complètement sur le fait que il faut avant tout moins d'énergie et moins d'électricité. Et après, effectivement, il y a des débats sur quelles sont les sources qu'on préfère pour avoir cette énergie dont on veut qu'on veut continuer à utiliser. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucune énergie qui est propre. Elles ont toutes leurs externalités négatives. Celles qui ont leurs externalités négatives les plus fortes sont les énergies fossiles. Donc celles-là, clairement, il faut vraiment s'en débarrasser. Et après, avec les autres, je sais que partout en France, il y a des débats, que ce soit quand on lance du solaire sur des champs, quand on lance de l'éolien terrestre, quand on lance aussi du nucléaire, comme vous disiez, de l'hydraulique. Ça crée du débat, ça crée des controverses, et on en revient à la question de la démocratie. Comment est-ce qu'on arrive à dealer avec ces questions compliquées pour garantir peut-être un niveau minimal d'énergie sans détruire la biodiversité et causer trop d'externalités négatives. Voilà, donc je vous rejoins dans ce questionnement que j'ai sur le fait qu'il n'y a pas de solution miracle. Et d'ailleurs, moi, je suis venu à l'écologie par les énergies solaires et éoliennes, avec une approche un petit peu éloignée, comme ça, en me disant « Ah bah super, ça va nous sauver ». Et en fait, je me suis rendu compte que le problème était beaucoup plus vaste et qu'il n'y avait pas de solution purement technologique. Et en ça, la géo-ingénierie, le fait de stocker, de vouloir faire tourner des machines aux énergies fossiles pour aspirer du CO2, c'est pire que tout, ça ne va pas fonctionner. Enfin, c'est du technosolutionnisme. Donc il y a des personnes qui croient ça, qui croient au fait que ça va fonctionner. Mais le phénomène de l'effet rebond va œuvrer à nouveau. C'est-à-dire que potentiellement, le gain énergétique qu'on va avoir en aspirant du CO2, il va être contrebalancé par l'énergie qui va être utilisée pour l'aspirer. Voilà. Donc non, c'est une funeste bêtise, selon moi, que d'encourager la captation du CO2 sous cette forme, en tout cas. Mais j'ai cru lire récemment que les industriels étaient à fond là-dessus, quoi, et que le combat était presque... Enfin, ils avaient une longueur d'avance sur le fait que déjà c'était dans le pipe pour mettre en place plein d'usines à aspirateurs à CO2. Et au niveau du GIEC, là, je ne saurais pas vous répondre, je ne sais pas exactement ce qu'ils disent, mais il est possible qu'ils aient quelques lignes sur le sujet. Ouais. Oui, merci. En lisant un peu vos bouquins ou les vidéos qu'on peut voir, vous expliquez que vous êtes passé dans une bascule. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce dispositif, la bascule, ou comment vous accompagnez en fait ce basculement? À Saint-Étienne, là, on est quelques-uns à réfléchir sur la collapsologie. Et j'ai bien aimé, on cherche un terme, j'ai bien aimé le terme de bascule. Mais est-ce qu'elle est faisable? Et comment on s'y prend, ou comment vous donnez des conseils pour qu'on arrive justement à accompagner le basculement? Merci pour votre question, qui est complexe, parce que le mot de bascule, pour moi, il fait référence à plusieurs choses. On peut l'appréhender d'un point de vue individuel, en disant « j'ai basculé ». Dans une nouvelle compréhension du monde, certes, mais on est en même temps des personnes qui transitionnons plus qu'on ne bascule, en fait. Et d'ailleurs, dans le titre du livre qu'on a appelé « Basculons », je pense qu'on aurait préféré l'appeler « Transitionnons », mais là, on est dans une situation où il faut basculer parce qu'en fait, on est trop en retard. Et le paradoxe et la complexité, c'est qu'en tant que société, on a une inertie qui fait que la bascule, elle est compliquée pour la société. Les changements, on les fait plutôt lentement, quoi. Donc voilà, il y a ce truc-là au niveau de la bascule. Après, si on en revient plutôt à l'organisation de la bascule que moi j'ai rejointe, comme je vous disais, j'étais dans une situation où j'étais à la fin de mes études, je faisais mon stage de fin d'études, j'étais pas en France, et j'étais assez paradoxalement à un moment de ma vie où j'ai brûlé pas mal de carbone parce que je prenais l'avion. Et j'ai
j'ai pris une dernière fois l'avion pour rentrer en France, pour rejoindre ce collectif. Et c'était un collectif qui expérimentait plein de choses différentes, un mode de vie qui a trait un peu à l'écolieu, je dirais. On avait plein de projets, dont plein ont échoué d'ailleurs. Mais ce qui en ressort, c'est qu'on a vécu une aventure humaine très forte. Et que toutes les personnes qui ont vécu cette aventure continuent à être engagées d'une certaine manière dans leur quotidien aujourd'hui. Et on reste une communauté qui se retrouve à l'occasion de week-ends ou de fêtes. Et donc dans la bascule, il y a quelque chose de foncièrement collectif. Et il y a quelque chose de provocateur dans le terme de bascule qui est un peu inexact. C'est-à-dire que ça pourrait faire croire qu'il y a avant la bascule et après la bascule, comme s'il y avait un bon côté et un mauvais côté. Alors qu'en fait, il y a potentiellement plein de bascules dans une vie, plein de changements, et on n'est jamais arrivé au bout. Donc voilà, ça me paraît nécessaire d'ajouter de la nuance à ce terme qui est un peu plaqué comme ça. Et comment est-ce qu'on accompagne ? La bascule aujourd'hui, c'est une organisation qui fonctionne un peu décentralisée avec différents projets. Et donc il y a 2 écoles qui ont été créées. Il y a une école de la coopération et de l'engagement qui s'appelle Fertile, qui est présente, qui a un stand à Tatou Juste dans l'espace pas loin de la radio. Et il y a une autre école qui vient d'être lancée qui s'appelle MILPA, M-I-L-P-A, sur la permaculture. Donc eux, ils font plutôt des formations de 1 à 2 semaines pour former à la permaculture. Et après, il y a 3 écolieux, donc un en Centre-Bretagne qui s'appelle Bascule Argoat, un du côté de Joigny en Bourgogne, qui s'appelle la caserne Bascule, et un dernier en Corrèze, près de Brive, qui s'appelle l'Oasis des âges. Et ce sont des lieux dans lesquels il y a des personnes qui vivent, mais ce sont des lieux qui vivent aussi beaucoup du passage et des formations qui y sont proposées. Oui, tu faisais référence tout à l'heure à la sociologie particulière des basculés, des personnes des bifurqueurs, des transitionneurs. Et à ce propos, je me sens du même privilège que toi. J'ai aussi fait Sciences Po et il y a eu un moment ce questionnement, cette anxiété sociale, politique qui est apparue, et surtout ce syndrome d'une imposture profonde de prendre part à quelque chose dont on a été moteur par nos privilèges. Et on a ce réflexe qui est fréquent d'aller vers des structures sociales, solidaires, et de vouloir aider, qui est une posture qui est parfois un peu particulière et je dirais malsaine. Et donc on bascule en général en tant qu'étudiante, en tant qu'étudiant, et après on se retrouve dans le monde du travail avec des postures un peu malaisantes, dans lesquelles des fois on se retrouve un inconfort. Et je voulais savoir si tu avais des exemples de cadres dissidents du capitalisme, comme on est d'une certaine manière, ou de personnes qui cherchent à être en rupture avec le néolibéralisme ou la promesse du capitalisme, de personnes qui continuent dans le monde du travail à faire corps et à embarquer d'autres personnes dans cette rupture-là. Et pas tout le temps aller vers... constamment aller réparer quelque chose, mais à finalement garder cette responsabilité et aller vers les cadres et leur dire c'est votre responsabilité et mobilisez-vous, continuez à être en rupture. Est-ce qu'il y a des voix comme ça qui, dans les syndicats, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui se perpétuent et qui ne s'arrêtent pas quand le statut étudiant s'arrête ? Parce que j'ai l'impression que c'est très étudiant, ça, cette conscientisation et cette rupture, et qu'après elle disparaît, ou elle continue, mais comme dans des bulles un peu, et à l'écart. Je vais faire un petit détour par le philosophe Bruno Latour, qui dit que en gros, l'indicateur le plus important dans notre système économique, c'est la profitabilité des entreprises, et c'est pas le maintien des conditions d'habitabilité de la planète. Donc quand on rentre dans ce système économique, on se trouve soumis à cette exigence de répondre à cet indicateur premier qui est la profitabilité des entreprises. Et donc effectivement, quand on quitte le monde étudiant, on peut ressortir peut-être de cette zone de confort qu'a été les années d'études
et se trouver soumis à des injonctions économiques qui font que c'est compliqué de continuer à s'engager, d'où la nécessité des réformes structurelles, de la politique. Et dans le livre, il y a des personnes qui décident de rester dans les institutions ou d'aller dans les grandes entreprises pour essayer de les changer de l'intérieur. Je ne sais pas si c'était un peu le sens de ta question. J'avoue que je me suis perdue dans ma propre question. Mais l'idée, c'était je ne vois pas beaucoup de cadres aujourd'hui syndicalisés qui se positionnent en tant que responsables dans le capitalisme, en tant qu'acteurs perpétuant par des logiques de subsidiarité salariale ou de subordination salariale ou de domination, qui perpétuent ça, qui perpétuent l'engrenage. Sans non plus posséder le capital et sans être les grands patrons méchants, mais qui sont toujours là-dedans, qui bénéficient de ça. Et on est les premiers acteurs d'aujourd'hui du changement climatique. Et je vois pas aujourd'hui d'acteurs identifiables là-dessus. Ok, je vais quand même finir ce que j'étais en train de dire. Donc, il y a des personnes qui vont dans les institutions, par exemple dans le livre, il y a Andrel qui décide d'être haut fonctionnaire. Et lui, il dit, voilà, moi, ça va être mon truc, je vais être haut fonctionnaire et puis je vais essayer de faire avec l'inertie des administrations, mais ça va être un peu ma mission de vie professionnelle, quoi. Mais c'est sûrement parce que ça correspond à son caractère et qu'il a envie de faire ça. J'espère pour lui, en tout cas. Dans les entreprises, je vais rebondir sur ce que tu disais au début, sur le fait les privilégiés, tout ça. Moi, je suis sorti de ce complexe d'être privilégié, et je crois que c'est même bien de l'assumer et de dire à qui on parle en étant privilégié. Moi, en étant privilégié, j'ai envie de parler aux privilégiés. J'ai pas envie d'aller parler aux classes populaires, parce que c'est pas que j'ai pas envie, c'est je me sens pas légitime à aller leur parler, parce que je les connais pas, j'ai pas leur code, et déjà, je pense que c'est pas les personnes à faire basculer en priorité, parce que ce sont des personnes qui ont déjà, pour beaucoup, en fait, un mode de vie qui est sobre, en fait, et encore sobre, qui parfois est précaire. Donc, la première nécessité, c'est de les faire sortir de la précarité pour qu'ils arrivent à une sobriété qui ne soit pas précaire. Donc, la responsabilité, elle est chez nous, en fait. Elle est chez ceux qui sont bourgeois, qui sont des cadres des grandes entreprises et qui profitent du système, comme tu dis, ni grands patrons, ni salariés, mais un peu genre manager entre deux. Et oui, c'est ces personnes-là qu'il faut réussir à embarquer. Alors sans faire reposer tout le poids de la bascule sur leurs épaules, parce que c'est aussi compliqué de changer quand on a 40, 50, 60 ans, qu'on a peut-être un prêt, une famille, des habitudes, et puis même psychologiquement, ça fait remettre en question beaucoup de choses aussi. Psychologiquement, c'est plus simple de changer d'avis à 20-25 ans qu'à 55 ans. Et donc moi, j'appuie pour qu'on ait une forme d'admiration aussi pour les personnes de plus de 50 ans qui décident de changer. C'est pas facile pour elles non plus. C'est pas facile, donc il faut avoir cette tolérance et de l'autre côté cette exigence en disant vous êtes en position de responsabilité, donc c'est aussi à vous de faire les trucs. Et la question, c'est comment est-ce qu'on y va ensemble. En fait, il faut jouer un peu un ping-pong en fait entre la tolérance et l'exigence, entre je suis à votre écoute et je comprends à quel point c'est compliqué, et en même temps, en fait, si c'est pas toi qui le fais, qui va le faire, quoi. C'est pas les gens qui sont dans les quartiers de banlieue qui vont je sais pas, lancer toutes ces initiatives. En fait, ils pourront en lancer à leur échelle, mais je sais pas comment dire. En fait, c'est vraiment aux classes supérieures de mettre en place une politique écologique qui soit résolument populaire aujourd'hui. Et c'est à elles qu'incombent ces responsabilités. Et donc, du coup, c'est bien que les étudiants des grandes écoles se posent des questions et bougent, parce que c'est eux qui sont amenés à avoir des postes à responsabilité demain. Mais après, je pourrais partir aussi sur toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on appelle l'élite. Est-ce que ce qu'on appelle l'élite aujourd'hui sera vraiment l'élite dans 15 ans ? En fait, on ne parle jamais de l'élite manuelle, par exemple. Moi, je suis sûr que dans 20 ans, l'élite, elle sera manuelle, ça sera des personnes qui sauront faire des choses avec leur tête, mais aussi beaucoup avec leurs mains, qui auront des vraies qualités humaines, que non pas forcément des gens qui ont fait l'ENA et qui ont juste fait beaucoup de trucs avec leur intellect. Enfin, je compléterai un peu parce que
bon, certes, il faut faire bouger les têtes, en quelque sorte, mais il y a du boulot. Et deux, s'ils ne sentent pas une pression à d'autres niveaux, ils ne vont pas bouger. Parce qu'ils ont des intérêts, on le voit en ce moment, c'est-à-dire il y a une espèce de coupure dans la société où la classe la plus privilégiée, en fait, est tentée par la coupure pure et nette avec les classes populaires, par exemple. On sent cette tendance-là en ce moment. Donc, il faut aussi bouger, je suis d'accord, il faut essayer de les faire bouger, mais il faut aussi faire bouger les organisations qui représentent les classes populaires et on peut dire qu'elles n'ont pas assez bougé ces derniers temps. Par exemple, les syndicats n'ont pas assez pris en compte les questions écologiques, les questions de liberté. Bon, à titre personnel, je m'intéresse aux libertés numériques, par exemple. C'est des questions sur lesquelles ils n'ont pas bougé parce qu'ils sont peu et ils se sentent trop occupés par du truc matériel à gérer à court terme et qui n'ont plus cette projection qu'ils avaient, par exemple, dans les années 70, que j'ai connu, excusez-moi, et où il y avait à la fois de la gestion de court terme et de la gestion de long terme, parce qu'il y avait suffisamment de monde pour s'occuper de tout ça. Donc je pense que c'est complémentaire les deux. Il y a à la fois... Ouais, je suis d'accord avec vous. Pour être peut-être plus clair sur mon rapport avec les classes populaires, moi je crois qu'aujourd'hui je suis plus dans une démarche d'écoute. En fait, je n'ai pas envie de leur dire quoi faire parce que je me sens pas légitime et j'ai l'impression, alors vous semblez dire un peu le contraire, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont aussi capables de s'auto-organiser et de partir de leurs problématiques à eux et de se défendre eux-mêmes avec... Enfin, je sais pas comment dire. L'idée... Enfin, j'arrive pas à organiser ma pensée, mais il faut qu'il y ait de l'échange. C'est nécessaire, mais pas avec cette posture de « on va vous expliquer comment faire ». Comme ce qui se passe au niveau international où les pays occidentaux arrivent dans des pays du Sud en disant « on sait comment faire, on va vous expliquer ». Voilà. Tout à l'heure, vous avez cité la formule de Latour. L'économie est fondée sur la profitabilité. Donc, ça veut dire que tous ceux qui s'engagent dans l'économie, ils sont coincés dans la profitabilité. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme base d'un nouveau système économique ? Merci pour votre question. Alors, je n'ai pas fait de thèse sur le sujet, mais je vais reprendre des idées que j'ai entendues ça et là. Pour moi, la première chose, c'est réduction drastique des inégalités de richesse qui passe par un rééquilibrage. On parle beaucoup aujourd'hui. Alors, je vais reprendre des slogans que j'entends et ça ne sera peut-être pas assez étayé par des mesures. Mais quand on parle de taxer les riches pour financer la transition écologique et sociale, moi j'ai l'impression que c'est une logique dans laquelle on pourrait aller quand on se rend compte que il y a des écarts de richesse qui sont quand même assez forts aujourd'hui. Et plus que forts, en fait, ils sont indignes. Ils sont trop élevés, en fait, pour que comment dire, la cohabitation puisse continuer. Et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a des périodes dans l'histoire, par exemple du temps de Roosevelt, il me semble, où le taux d'imposition des plus riches était autour de 90%. Donc ça s'est déjà fait. Et ça a existé même dans des pays capitalistes comme les États-Unis. Et on observe depuis 30 ans vraiment une politique qui profite beaucoup aux riches. Donc le gâteau va se rétrécir et il faut mieux le répartir. Ça, pour moi, ça serait une première solution. Et il faudrait que ça passe par de la démocratie pour que ça soit accepté le plus possible. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une démocratie qui est de plus en plus biaisée et dans lesquelles les citoyens, les citoyennes, on peut voix au chapitre en fait pour défendre ces idées-là. Et donc, allez-y. C'est ce qu'on a connu avec le socialisme pendant un certain nombre d'années, qui était de dire il faut mieux répartir les fruits de la richesse. C'est tout.
Mais c'est pas suffisant. C'est ce que j'ai en gros dit, vous avez raison. Alors c'est sûrement pas suffisant. C'est sûrement pas suffisant, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres idées, mais il y a plein de livres qui sont écrits sur le sujet, il y a des expérimentations qui sont faites. On parle du revenu de transition écologique, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où l'idée c'est, il y a quelqu'un qui va faire un job qui va être bénéfique pour la société, du style, voilà, devenir maraîcher sur un territoire où il n'y a pas de production alimentaire. Il va être accompagné financièrement pour lancer cette activité pendant 3, 4, 5 ans. Et en fait, il y a des effets de vases communicants à créer entre des secteurs qui doivent décroître et d'autres qui doivent croître. Si on pense au secteur aérien ou au secteur des SUV dans l'automobile, bon, bah là, clairement, il y a de quoi décroître pour financer la croissance du secteur des vélos, etc. Et on a pas mal parlé ces derniers jours de la pub de l'ADEME. Peut-être que vous l'avez vu, où on voit un dévendeur, quelqu'un qui dit... en fait, il ne faut pas que vous achetiez ce polo-là que vous vouliez acheter. Pourquoi ça a mis en rogne l'Alliance des commerçants? C'est tout à fait logique. C'est parce que eux, ça vient les toucher sur « mais comment je vais bouffer demain? Comment je vais payer mon loyer ?» Et donc, il faudrait qu'on arrive à aller vers un modèle économique où la richesse financière ne dépend pas du niveau de production. Et là, il y a sûrement des trucs à inventer dont je n'ai pas la solution miracle. Mais il y a des économistes à lire au rayon écologie de nos librairies et de nos bibliothèques. Ouais, avec plaisir pour continuer à en parler après. Je vais prendre une autre question. Oui, un petit peu rebondir sur ce que vous venez de dire, mais avant, revenir sur le fait que le climato-scepticisme qui semble augmenter, pour moi, il s'explique tout simplement parce que c'est une crispation des gens, parce qu'il n'y a pas de direction. On ne sait pas où on va. Et là, c'est vraiment quand même la responsabilité des pouvoirs publics de, enfin, depuis le temps qu'on en parle, donner des directions sur la question de l'énergie qui est fondamentale, parce que vous l'avez dit, croissance économique, c'est croissance de la consommation énergétique. Donc là il faut qu'il y ait des caps qui soient donnés par la puissance publique. Et tant qu'on n'a pas ça, c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour les individus de se positionner et de se mettre en action. Donc la question, comment est-ce qu'on fait pour finalement débloquer l'action au niveau des politiques et la fixation d'un futur, d'une ligne, d'une route. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'effectivement, il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de cap sur à quoi, au niveau politique, on ne nous expose pas. Bon, voilà, dans 10 ans, à quoi ressemblera notre transition écologique et sociale. Et il faut faire émerger cette vision-là, en fait. Donc, il faut identifier au sein des acteurs économiques et politiques quelles sont les personnes de bonne volonté, les organisations qui veulent faire émerger ça et comment on les amène au pouvoir pour que ça soit mis en place. Voilà, donc je vous rejoins sur cette frustration très forte. Et comment ? Et ce danger, et au début j'avais envie de répondre aussi par rapport à la responsabilité médiatique. Avant même de m'intéresser à l'écologie, je ne comprenais pas pourquoi les médias ne faisaient pas plus de pédagogie sur plein de sujets. J'ai l'impression que à travers les médias, le JT de 20h, on a une manière incroyable de toucher beaucoup de gens. Et en fait, ne serait-ce que quand on parle d'un conflit à l'étranger, parfois il n'y a même pas une carte qui nous montre où se trouve le pays. En fait, pour parler trivialement, j'ai l'impression qu'on prend trop souvent les gens pour des cons. Et du coup, il y a une responsabilité médiatique très forte de... il faudrait transmettre l'information. Aujourd'hui, on fait de la vidéo, on fait des formats de très très grande qualité. Faisons ça au moment où beaucoup de personnes écoutent. Le format de la fresque du climat, ça devrait être quelque chose qui est proposé massivement, en fait. Et ce que je ne comprends pas, ça serait dans leur intérêt aussi de mettre en avant ces sujets-là, mais ils ne le font pas. Donc voilà, la responsabilité médiatique est forte aussi, à mon avis.
Oui, ça alimente le complotisme. Il y a une grosse dynamique autour de l'extrême droite en ce moment. Ouais, on se rend compte. Certaines personnes parlent d'un phénomène similaire à celui des années 30 qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a énormément de pouvoir en Europe qui bascule à l'extrême droite. Donc c'est vrai que c'est très inquiétant. Hein. Et Camille Etienne disait tout à l'heure, je l'entendais, que notre objectif, c'est pas de faire en sorte que l'extrême droite devienne écolo. C'est de faire en sorte que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir, parce que par essence, elle a des idées qui sont pas très sympas, quoi. Donc ouais, il y a un gros travail à faire partout. Avant de clôturer, je voulais faire une remarque sur ce que tu disais, Pierre-Marie. J'ai l'impression qu'il y a cette idée qu'il faut déployer des leviers pour permettre aux personnes de s'engager, donc l'argent tout simplement. Et il y a aussi concevoir un espace de pouvoir pour notamment concevoir un travail, le travail, parce que c'était surtout ça l'enjeu du livre aussi, c'était comment travailler autrement, qu'est-ce que le travail et le travail pourquoi. Donc repolitiser le travail, et ça pour moi ça se passe que soit le syndicalisme ou soit le local, le territoire, la ville, ce qui nous concerne, notre manière d'habiter collectivement, etc. Donc je trouve très éclairant ta manière à la fois de nous ouvrir jusqu'aux galaxies, cette vision, et en même temps après de nous remettre sur des choses qui existent localement, avec des vrais gens qui font des vraies choses et qui expérimentent, qui échouent, qui font des conneries, qui disent des bêtises et qui après grandissent, quoi. Donc merci beaucoup. Et merci à vous tous et toutes d'avoir assisté à cette conférence. Et peut-être que tu vas avoir un mot de conclusion toi aussi. Très rapide, merci d'avoir été là. On peut poursuivre les discussions en informel juste après. Je vois qu'il y a quelques exemplaires de Basculons qui sont proposés aussi là-bas. Si vous voulez vous procurer le livre. Mais voilà, je suis preneur de vos retours critiques et de discussions. Merci beaucoup.